Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Neuf ans après, le président des riches enquête sur l'oligarchie française du temps de Sarkozy. Le plus iconoclaste des couples de sociologues hexagonaux, bon allez, je vous l'accorde, il n'y en a pas beaucoup des couples de sociologues hexagonaux. Donc ce couple-là remet le couvert avec le président des ultra-riches aux éditions La Découverte. Alors que la légende fabriquée autour de la montée en puissance de Jupiter au moment de l'élection présidentielle de 2017 l'avait montré un ovni politique, parti de rien, sans appui et rameutant les foules à la seule force de son poignet et de sa conviction, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot démontent en 176 pages cette légende urbaine trop belle pour être honnête. Macron, c'est moi à mieux, affirmait Sarkozy en juin 2017. Empire, rectifie les Pinson-Charlot dans cette nouvelle enquête sur la dérive oligarchique du pouvoir français. En documentant la réalité d'un projet politique profondément inégalitaire, ces deux sociologues de combat nous décrivent un président, un enfant du sérail, adoubé par les puissants, financé par de généreux donateurs et conseillé par d'éminents économistes libéraux. Sorti de l'ENA en 2014, Emmanuel Macron s'est formé auprès de Jean-Pierre Jouyet juste à sa sortie de l'ENA et il est parti à l'inspection des finances. Jean-Pierre Jouyet, ministre chez Sarkozy et secrétaire général de l'Élysée pour Hollande. Jean-Pierre Jouyet, une des figures centrales du maillage oligarchique français qui lui fait intégrer à Emmanuel Macron la fameuse commission Attali, travaillant à la demande de Nicolas Sarkozy à la libéralisation de la croissance. Emmanuel Macron, il rencontre tout ce que le patronat compte de gens riches et puissants et c'est tout naturellement qu'au sortir de ce travail en commission, il intègre la banque Rothschild tout en devenant en même temps le meneur économique du projet présidentiel de François Hollande, imprégnant son programme économique de cette politique de l'offre selon laquelle plus on donne aux entreprises, plus ça investit dans l'appareil productif et plus ça ruisselle vers le bas. On attend encore le volet descendant de cette politique entamée sous Hollande avec le CICE et largement poursuivi depuis à grands coups de suppression de l'impôt sur la fortune et de création de la flat tax. La flat tax. Voilà qu'une taxe, elle est intéressante. On l'appelle aussi le prélèvement forfaitaire unique. Non seulement les riches ne sont plus concernés par la solidarité nationale, expliqué dans Libération mardi dernier les auteurs de cet ouvrage hautement recommandé, mais en plus, on les dispense de la progressivité de l'impôt sur les revenus du capital, c'est-à-dire de payer leurs impôts à la hauteur de leur fortune. Que vous ayez seulement quelques actions ou que vous soyez comme Bernard Arnault, vous paierez donc tous le même impôt forfaitaire. Et de dénoncer une ultime imposture en répétant à l'envi que cet impôt forfaitaire était de 30%, le gouvernement a oublié de préciser que ce chiffre comprenait également le prélèvement social, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et le prélèvement de solidarité. Au final, cet impôt forfaitaire proprement dit n'est que 12,8%. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que le plus mal payé des contribuables français paie plus en impôt sur le revenu que le plus riche des actionnaires sur chaque euro de dividende perçu. Autant de mesures qui coûtent un pognon de dingue et qui, à elles seules, justifient toutes les revendications des Gilets jaunes. Voilà en tout cas un livre dont on devrait parler dans les manifs qui arrivent, celle de demain à Toulouse, centre-ville, et celle de mardi à 14h à Arnaud Bernard. Quant à Jupiter, il continue son petit bonhomme de chemin à l'abri des puissants sur fond de privatisation rampante des services publics et de faux semblants en matière de politique écologique. Il est pas beau le monde. Allez, salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir
encore par Jérôme. Dans un instant, notre bon professeur Thibaut viendra nous parler du prochain Extrême Cinéma, festival pelliculaire dédié au cinéma de genre, séquence attention les yeux à prévoir. Et puis je recevrai Vanina de Franco et Hildebrandt, deux chanteurs et chanteuses programmés dans l'édition 2019 du festival Détour de Chant. La première était à la Fabrique Université Jean Jaurès ce midi. Le second joue ce soir encore au Bijou à 21h30. Et oui, avec tous les concerts qui arrivent ce soir, faudra faire un choix. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Okidoki. Okidoki, c'est du jazz comme un rêve, de la musique comme une déclaration d'amour, portée par les compositions de Laurent Rochel, saxophoniste inspiré, combinant ses mélodies subtiles aux arabesques vocales d'Ania Kowalski. Okidoki, c'est aussi le piano répétitif et aérien de Frédéric Chadarov et la frappe sèche et précise de Eric Boccalini. En attendant la sortie d'un deuxième album, largement attendu de ce côté-ci de la Garonne par une poignée d'amoureux du son soyeux de ce quartet, Okidoki sort ces jours-ci un 5 titres, histoire de meubler l'attente. Album sans doute vendu à la sortie des concerts, mais vous pouvez aussi tenter votre chance sur www.linoleum-records.com, le site du label monté par Laurent Rochel il y a une quinzaine d'années pour diffuser ses musiques aventureuses. Et pour l'écouter, existe aussi une page sur Bandcamp au nom d'Okidoki. Okidoki Komori Song, extrait de When Oki Meets Doki, leur dernier EP, c'est Caramel Mou et c'est à mieux.
Monsieur Thibault, on en est déjà arrivé à la page cinéma. Donc, Extrême Cinéma, ça commence comme chaque année. Cinéma bizarre, cinéma de genre, cinéma venu d'ailleurs, 8 au 16 février. Donc, ça commence vendredi prochain. Et qu'est-ce qu'on va y voir cette année dans cette 20e édition d'Extrême Cinéma? Bonjour, petite fée de la FM. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ça me fait toujours plaisir. J'en ai des frissons. C'est vrai, hein? Aujourd'hui, je l'ai pas lancé comme ça. Non, comme ça venait pas de loin. Vous attaquez directement comme ça. Vous prenez au piège avec cet Extrême Cinéma. Vous savez que c'est très dur de critiquer quelque chose qu'on a fabriqué. Eh bien ouais, mais je vous demande pas de le critiquer. Je vous demande de nous faire un peu une présentation de ce qu'on va y voir et déjà la ligne éditoriale de cette 20e édition. Quoi la ligne éditoriale. Vous pensez qu'il y en a une, très honnêtement? De temps en temps, il y en a quand même. Je sais pas s'il y en a une, à vrai dire. Vous savez que j'ai toujours considéré Extrême Cinéma comme une espèce alors, selon l'humeur, soit comme un immense foutoir, soit comme un laboratoire, en fait, où on essaye des trucs. Voilà. On essaye d'associer des trucs qui, des fois, s'associent très bien. Et puis, il y a des fois, on associe des trucs, et des fois, ça marche pas. Voilà. Mais au moins, on va dire qu'on a essayé. Voilà. Au moins, on va dire qu'on a essayé. Non, voilà, c'est la 20e édition, c'est les 20 ans. On s'était posé la question de savoir s'il fallait faire ça avec un feu d'artifice, genre champagne et petit four. Et finalement, on a décidé de rester le festival, comme je dis, très très kir cacahuète que nous sommes. Finalement, voilà. Ouais. Donc c'est un anniversaire, en fait, c'est un non-anniversaire qu'on ne fête pas. Voilà. Moi, ça me plaît pas de vieillir. J'aime pas que ce festival vieillisse aussi. Donc du coup, on fête rien. Mais on continue comme d'habitude. C'est-à-dire, voilà, alors ça peut paraître un peu bizarre. Voilà, on continue à programmer des choses, soit des découvertes, véritablement, même des choses qu'on a découvert nous dans le courant de l'année, on peut le dire, ou alors des choses qui sont du domaine de la redécouverte. Voilà, je vous rappelle que ça se passe dans une cinémathèque, donc c'est quand même tout à fait normal de remontrer des films, et notamment en 35 mm, parce que finalement là il y a beaucoup de 35 mm, et évidemment ça va côtoyer le numérique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'on ouvre toujours avec un ciné-concert, vu qu'on ne fait pas d'avant-première à Extrême Cinéma. Ce n'est pas un festival d'avant-première, vous n'allez rien voir de nouveau, vous n'allez voir que du réchauffé, mais réchauffé autrement. Donc, comme je le disais, on attaque avec un ciné-concert, on attaque avec un film japonais complètement dingo, qui s'appelle Une page folle. Alors, c'est un film qui a été, c'était une arlésienne dans le milieu cinémathèque dans les années 60, 70 et même 80. On entendait beaucoup parler du film. C'est un film qui se passe dans un asile psychiatrique. C'est pas un documentaire, hein, c'est un film de fiction. Noir et blanc. On parlait beaucoup de ce film-là. Le film a été finalement retrouvé dans le jardin du réalisateur, d'ailleurs. Ça, c'est assez marrant. Il l'avait enterré ? Il l'avait enterré à cause de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Il avait enterré le film dans son jardin. Ah, ouais. Et c'est le réalisateur qui l'a retrouvé. Mais alors, genre dans les années 60, quoi. C'est une histoire complètement folle, justement. C'est le cas de le dire. C'est un film qui est sorti en Blu-ray, qui est sorti en DVD, qui a été maintes fois programmé et tout, etc. Alors on se dit, mais pourquoi le passer? Tout simplement parce qu'on va essayer justement quelque chose avec un garçon qui s'appelle Nori Ubukata. Qui est un garçon que je ne connaissais pas jusqu'il y a quelques mois, qui est une espèce de fou de la synthèse. C'est un collectionneur de synthétiseurs qui développe d'ailleurs des synthétiseurs analogiques avec des grosses boîtes, et qui d'ailleurs s'occupe des synthés de Lady Gaga quelquefois, mais pas tout le temps. Voilà, donc et ce garçon a inventé on reste dans le côté fou, oui. Ouais. Ce garçon a inventé une machine très 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 curieuse qui s'appelle le Térésynth, donc qui est le croisement entre le térémine. Alors le térémine, c'est ce qu'on utilisait dans les films de science-fiction des années 50. Vous voyez, avec les soucoupes volantes là, quand Elsa. Voilà, vous faites très bien le térémine. Je fais très bien le térémine. J'imite pas le mouvement fou, on pourrait y jouer longtemps.
Et donc qui est le croisement donc d'un synthétiseur analogique et d'un theremin donc forcément analogique. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on a décidé en fait de grimper le truc pour ce ciné-concert, c'est-à-dire de donner un Banshee. Vous savez ce que c'est qu'un Banshee? Pas du tout. Donc le Banshee, c'est qui est un art, oui, qui est un art ou un artisanat qui existe toujours au Japon. Ça, à un moment donné, ça a complètement disparu. Au Japon, en fait, le cinéma muet a perduré jusque dans les années 30 et côtoyait le parlant, tout simplement parce qu'il y avait des narrateurs. Qui faisait tous les dialogues. Voilà, qui faisait tous les personnages du film, tous les dialogues. Alors, des fois, en fait, ça colle à ce qui se passe sur l'écran, c'est-à-dire que les dialogues sont vraiment écrits, et il y a des fois, il narre l'histoire. Donc, c'est très, très curieux. Et là, il va le faire avec cet instrument. Donc voilà, alors on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça va, voilà, on va essayer ça. Donc ça c'est vendredi prochain en ouverture. Ça c'est vendredi prochain en ouverture. Je vous avoue que j'en attends énormément. Surtout que le film est complètement barré. Je pense que d'ailleurs, il est au fil des ans. D'ailleurs, il y a dû y avoir des bouts qui sont partis à droite, à gauche et tout, parce qu'on n'y comprend strictement rien. Mais de toute façon, on s'en fout. Ça se passe dans un asile, donc tout est permis. Hein, voyez. Voilà. Je sais pas que vous dire après. Après, on a une flopée d'invités. Je vais pas les citer tous. Je vais. Qui c'est que je pourrais citer? Je vais quand même citer Lou Castel. Lou Castel, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc qui est un acteur suédois d'origine et qui a fait quasiment une partie de sa carrière, une grosse partie de sa carrière en Italie. Et en Italie, c'était assez marrant parce qu'il apparaissait à la fois autant dans des films d'auteur, on a pu le voir dans Les Poings dans les poches, aussi bien que dans des films de genre, voilà. Comme des western spaghetti ou des polars ou des films de vikings. Je sais pas s'il a fait des films de vikings, même en tant que Suédois, je sais pas s'il en a fait, je crois pas. Je crois pas. Et en tout cas, c'est assez fascinant parce que il fait partie de la génération d'acteurs qui travaillaient énormément. C'est d'excellents acteurs, hein. Ils savent à peu près tout faire et tout jouer. Et surtout, lui a vécu l'époque de ce milieu, de cette fin des années 60 où la situation politique était un petit peu explosive. Et il y avait énormément d'engagement politique dans le cinéma italien. Et ça, il faut le rappeler. Et on croit qu'il y avait de l'engagement politique uniquement que dans le cinéma d'auteur. Ce qui est faux, en fait. Il y avait, là, on va passer en western spaghetti qui s'appelle « Tu et fais ta prière ». Et le titre est absolument formidable. Donc lui, il joue un espèce de pistolero maladroit. C'est un western d'ailleurs, c'est le seul western où apparaît Pasolini, qui joue le rôle d'un prêtre révolutionnaire. Ça, c'est assez formidable. Donc on va passer ce truc-là. C'est un film réalisé par Carlo Lizzani, qui faisait énormément de cinéma de genre, et qui était copain aussi avec Pasolini. Donc il y avait des ponts qui se tissaient en fait entre le cinéma d'auteur et le cinéma de genre, et le cinéma de genre et tout, etc. Et surtout, il y avait des techniciens, des réalisateurs, etc., qui étaient militants, qui étaient tellement militants qu'ils reversaient en fait ce qu'ils gagnaient à des groupuscules d'extrême gauche. Ah, ça, c'est fascinant. Donc, je pense qu'il va avoir plein de choses à raconter sur cette période-là. Surtout qu'on passe ce western, donc tu fais ta prière. Et Lou Castel, en fait, on lui a dit à un moment donné, il s'est quand même retrouvé avec des policiers, c'était en 72, je crois. Il a été expulsé d'Italie manu militari. C'est-à-dire que, voilà, on lui a dit, monsieur Castel, ça suffit les conneries, on vous reconduit à la frontière. Et il a dû, voilà, et c'est là où il est passé par la France, mais il est arrivé en France, il n'avait plus rien. Donc voilà, ça c'est des histoires assez fascinantes. Donc ça, j'espère que voilà, on en apprendra plus. Qu'est-ce qu'on passe aussi en bizarrerie? On reçoit Christophe Beer aussi, qui est un chercheur, qui est un acteur, qui apparaît dans beaucoup de films de Jean-Pierre Mocky, qui a créé une maison d'édition aussi, en association avec d'autres garçons, qui s'appelle Serious Publishing. Là, il vient en fait pour une table ronde qui sera consacrée aux fanzines, voilà, puisqu'on va parler des fanzines des années 70, des années 80, etc. On va se replonger dans cette période un peu fofolle où ça avait du sens de faire un fanzine. Et lui, donc le principe, chaque invité, je sais plus si je l'ai dit, carte blanche de deux films.
Donc lui a choisi un film porno trash metalcore. Voilà, le titre américain me plaît beaucoup d'ailleurs, c'est Cavern Bondage. En français, ça s'appelle Maléfice porno. Ouais. Voilà, c'était une époque où le porno n'était pas correct. On croit toujours que le porno des années 70, c'était un peu youpi tralala. Celui-là, non, pas du tout. C'est vraiment le côté très sombre. Alors ça, on voulait montrer aussi. Ça va être très très intéressant. Et après, on va passer un documentaire qui s'appelle The Search of Wang Wang, qui est l'acteur le plus petit du monde. Enfin, pas nécessairement le plus petit du monde, parce qu'il a été battu par Nelson de la Rosa, qui est encore plus petit. Wang Wang fait 80 cm. C'était un acteur philippin qui jouait dans ce qu'on a appelé des parodies de James Bond, mais en fait, non. C'était le James Bond philippin. Mais il faisait 80 cm de haut, il punissait les méchants et il séduisait toutes les filles. C'est absolument parfait. Donc là, c'est quelqu'un qui est parti, parce que ça a été toujours un peu un mystère, ce Wang Wang, puisqu'il a disparu à un moment donné de la circulation. Et c'est un documentariste australien. Qui est parti à sa recherche. Qui est parti à sa recherche et qui a trouvé des choses très, 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 très intéressantes sur le bonhomme. Voilà. Et occasionnellement, en fait, ce documentaire est est quelque part une vue en coupe du cinéma de genre philippin qu'on connaît excessivement mal ici, et pourtant il s'est fait beaucoup de choses, et des choses absolument magnifiques. Dernière question avant de passer à la suite. Vous disiez tout à l'heure que vous avez fait des découvertes cette année. Ça veut dire que la Cinémathèque retrouve encore des films complètement sortis des radars? Pas nécessairement sorti des radars. Moi, quand vous travaillez en fait dans une cinémathèque, vous apercevez que c'est des cycles qui se passent. C'est-à-dire, en fait, vous avez des cycles. En gros, c'est des cycles de 10 ans, 10-15 ans, où à un moment donné, vous allez vous intéresser à une chose, vous allez commencer à chercher, bien évidemment, vous sautez du coq à l'âne et tout, etc., parce que c'est le travail de cinémathèque. Et il y a des choses que vous laissez un petit peu de côté, et finalement, 10 ans après, vous les redécouvrez. Comme là, par exemple, peut-être c'est un des films les plus fous là qu'on va passer enfin, les plus fous. Disons que c'est celui qui me tient le plus à cœur. Un film qui s'appelle Haltérophilique, donc qui est un film de Philippe Valois. Philippe Valois était un pionnier du cinéma gay en France. Alors, je parle pas de porno gay, je pourrais vous en parler, mais off the records, qui était un pionnier du cinéma gay, donc c'était pas facile de faire du cinéma gay d'auteur dans les années 70. Il a fait des films magnifiques, notamment un qui s'appelle Johan, et au tout début des années 80, il a fait ce film qui est peut-être son film le plus grand public, mais qui est une espèce de comédie débridée, complètement absurde, où je vais vous donner le pitch de départ. Ça se passe dans une église qui est recyclée donc en salle de gym, donc pour culturistes. Et là, soudain, un meurtre. Ben oui, c'est un policier quand même. Voilà. Et donc, il y a un policier qui va arriver et qui va s'immiscer dans ce milieu des culturistes, et qui va développer une relation très 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 bizarre avec un culturiste. Voilà. Et donc, on a ce brave policier et ce culturiste qui se déplace d'ailleurs dans une toute petite voiture. C'est un film complètement branque avec Gued Marlon, qui joue aussi, lui, un autre policier, qui va se découvrir une passion pour s'habiller en femme. Il va y avoir de la bagarre, des poursuites, des bouts de clips aussi avec un groupe que vous connaissez, qui s'appelle Ici Paris. Ah oui. Voilà. Oui. En fait, Ici Paris, donc, et la chanteuse d'ailleurs a un petit rôle dans le film. Enfin voilà, c'est une espèce de je sais pas comment dire, comédie absurde, collage dadaïste, je sais pas, ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Ça date de 83, c'est pas si vieux que ça. Ouais. Donc c'est intéressant de remontrer ça et de se dire à un moment donné, voilà aussi ce qu'on pouvait faire dans le cinéma français de cette période-là, finalement, qu'on a là aussi un peu occulté. C'est un peu sorti des radars. Voilà, et c'est le rôle d'Extrême Cinéma de ressortir ces petites pépites. Donc voilà, Extrême Cinéma, festival du cinéma extrême, ça commence vendredi prochain, 8 février, ça se termine le 16 février. La programmation, vous pouvez aller la chercher sur le site de la cinémathèque de Toulouse.com. Professeur Thibault, bon festival, on se voit juste après le festival pour un nouveau DVD venu de nulle part. Oui, je survis, oui. Oh, oui. Ouais. Je vais vous faire un film de... Non, j'allais dire, je vais vous faire un film de cannibale, mais j'ai fait déjà. C'était déjà la dernière fois. Ouais. Merci, bon appétit. Ouais, Une fois, ça suffit. Je vais trouver un truc. Je vous rappelle que vous nous aviez trouvé
un film pour toutes les mémées pour l'après-midi des fêtes de Noël. Oui, d'ailleurs, la mienne vous remercie grandement du film que vous nous aviez proposé à ce moment-là. Eh bien, écoutez, ne croyez pas si bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté donc de Jungle Holocaust, qui était le dernier monde cannibale, avec quelqu'un qui avait 69 ans et qui a trouvé le film très très intéressant. Formidable, formidable. Vous êtes un grand malade, professeur Thibault, à bientôt. La fille qui nous sert à bouffer, avec un sourire du tonnerre. Son mari suisse est décédé avant la date réglementaire. Y en a qui voudraient la garder, ils ont aucun sens des frontières. C'est pas la peine de discuter, on a des lois tout à fait claires. Les amis qu'elle a sont ici, on la renvoie dans un pays qu'elle a pas vu depuis 10 ans. Dans un pays qui rétrécit, y a rien à faire pour les mamans. Le gars qui nous fait nos maisons, on lui a piqué sa truelle, on la lui rendra dans l'avion, mais d'abord un tour en Opel, avec sa fille et ses garçons, c'est vous dire si la vie est belle. Il était là pour du pognon, c'est des gars qui ont toutes les ficelles. Les amis qu'ils ont sont ici, on les renvoie dans un pays dont ils connaissent plus les saisons. Dans un pays qui rétrécit, y a rien à faire pour les maçons. La blague aux grands yeux qui rigole, son père a été débouté, on la verra plus à l'école. Albert finit pas son goûter, c'est une leçon de rock'n'roll. Y a rien à faire, rien à lutter, le cœur gros, l'avion qui décolle. Elle est trop jeune pour être épousée, c'était tout juste une bonne amie. On la renvoie dans un pays où on bousillera ses parents. Dans un pays qui rétrécit, y a rien à faire pour les enfants. C'est tout juste une bonne amie, on la renvoie dans un pays où on bousillera ses parents. Dans un pays qui rétrécit, y a rien à faire pour les enfants. Depuis une petite quinzaine de jours, un peu partout en ville, les amateurs de spectacles vivants et les autres peuvent se gaver de chansons, découvrir des artistes en devenir, aller voir quelques cadors et puis se réchauffer aux nouvelles de quelques-uns de ces artistes qui, contre vent et marée, continuent à arpenter notre hexagone paradoxal et à monter sur scène, parfois devant seulement une trentaine de personnes, mais toujours avec fougue et persévérance. Janvier, c'est l'époque donc de Détour de Chant, l'édition 2019 se termine demain par un concert des Hurlements de Léo au théâtre des Mazades. Et avec moi ce soir pour parler de la chanson, mais pour parler aussi de l'inspiration et de l'air du temps, trois artistes programmés dans l'édition 2019 de Détour de Chant. Le bel Hubert nous a rejoint, il était coincé dans le métro toulousain de temps en temps a du mal à fonctionner. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi également Vanina Defranco. Bonsoir. Et Hildebrandt qui lui ce soir joue au Bijou à 21h30. Oui, c'est ça, bonsoir. On va essayer de jongler entre vous trois et peut-être axer un peu la conversation qui va suivre sur qu'est-ce que c'est être artiste chanson de nos jours, et à écouter un peu la chanson qui vient d'ouvrir cette partie de l'émission où l'on écoute le bel Hubert avec deux autres de ses collègues suisses, Sarcloré, que l'on a reçu
ici il y a 2-3 ans, et puis également Simon Gerber. Moi j'ai pas l'accent suisse, donc ça viendra. Non, je pense pas. Mais donc Gerber, je vais m'en souvenir. Ce spectacle que vous aviez monté il y a déjà quelques années, on a l'impression. Ça fait une dizaine d'années. Ouais, une dizaine d'années. Ouais. On a l'impression que la chanson c'est un sport de combat. Bon, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. C'est un sport de combat. Non, oui, c'est un sport de combat. Ça dépend qui on voit en face, parce que pour un combat, il faut être deux. Donc, si on considère que le public c'est un adversaire, donc c'est un sport de combat. Là, c'était aussi une façon d'affirmer un propos, de dénoncer un certain nombre de choses. Et c'est dans ce sens-là aussi que ça peut être de combat. Ouais, ça peut être un sport de combat dans ce genre-là, mais c'est pas. Je crois pas que c'est le rôle de la chanson d'être un sport de combat. Un rôle de combat, on a quelquefois 2-3 trucs à dire, mais quand on fait chanteuse, on doit les dire différemment. On n'est pas des journalistes, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des pamphlétaires, je sais pas tout quoi. Donc on doit bien diluer ça et essayer de faire que ça passe le temps, que ça dise encore quelque chose plus tard. Enfin, c'est pas vraiment moi qui écris des choses comme ça, quoi. Hildebrand, comment vous situez-vous par rapport à la chanson et par rapport à cette scène que vous avez découvert? Enfin, vous y êtes arrivé peut-être avec un passage nettement plus rock, et vous êtes arrivé après sur une scène qui vous fait partager actuellement des lieux chansons. À vrai dire, je suis peut-être plus dans un mouvement rock aujourd'hui que je l'ai été il y a 10 ou 15 ans, au début que je faisais des chansons. Pourquoi ? Je crois que ça s'est traduit aussi par un moment où j'ai été plus préoccupé par les questions du corps et l'implication du corps dans l'art et dans mon quotidien, etc. Et le rock, qui veut tout et rien dire, permet ça. En tout cas, plutôt que dire le rock, c'est-à-dire une approche plus corporelle, physique, presque animale de la musique sur scène. Donc ça, oui, c'est ce que j'essaie de construire au quotidien, même si j'ai des moments plus doux et mélancoliques et même androgynes. Vanina De Franco, vous venez plutôt d'une formation, j'allais dire classique, après être passé là aussi par des choses nettement plus jazz. Comment on se décide à un moment donné là aussi à partir sur de l'écriture de chansons ? Est-ce qu'on décide ? Eh bien, c'est la question. Ça vient tout seul ? Ouais, je pense qu'on écrit. C'est quoi ? C'est les rencontres ? Je pense qu'on écrit et puis c'est tout. Et puis après, on fait de la musique. Et alors, à un moment donné, tout se mélange. C'est plutôt du jazz que je viens. J'ai pas vraiment... J'ai cru voir que vous étiez passé aussi par le conservatoire ? Oui, voilà, au piano, mais voilà. Vraiment, tout début. Et donc voilà. Mais oui, je pense que en fait, un artiste, c'est juste un mélange de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il vit. Donc, si j'aimais écrire et que j'ai fait de la musique, au bout d'un moment, ça a fini par faire des chansons. Avec quand même une évolution depuis ces 15 dernières années sur la scène chanson, où on voit arriver de plus en plus des artistes qui privilégient au texte la musique. C'est vrai que pour avoir vu quand j'étais nettement plus jeune, ce qu'on appelait la chanson française à l'époque, c'était le texte en avant, l'instrumentation un peu plus derrière. C'est vrai que depuis, je vais dire 20 ans, on assiste un peu à une remise à niveau de ces deux morceaux de la musique. Le texte et la musique vont ensemble, et il n'y en a pas un qui est prépondérant par rapport à l'autre. Moi, je pense qu'il y a... Ça dépend comment on se positionne, mais par exemple, Brassens, il a toujours mis la musique à la même hauteur que le texte, je pense. Et c'est là, peut-être, on pourrait avoir des discussions un peu serrées. Voilà, peut-être, mais sur la composition, en tout cas, je pense c'est pour ça ça dépend de quoi on parle. Voilà, ne serait-ce que sur l'équilibre d'un disque de Brassens, par exemple, c'est vrai que la musique... Ah oui. Voilà, c'est de ça. Donc, oui, sur l'instrumentation, c'est le texte. Il y a aussi une volonté de dire, le texte est en premier, la musique ne sert que d'accompagnement. Ouais. Et on a peut-être une autre façon de voir la chanson depuis une petite vingtaine d'années. Est-ce qu'elle y gagne ? Je ne sais pas. Hildebrand ? Moi, à vrai dire, c'est une question qui me préoccupe un peu au quotidien. J'exagère pas au quotidien, mais oui,
il m'est arrivé qu'on me dise « Oh, Hildebrandt sur scène, il a trop de musique ». Et moi, la personne était trop loin pour que je lui mette une claque, mais c'est quelque chose qui me rend fou qu'on dise ça, parce que pour moi, la chanson, c'est du texte et de la musique. Alors certes, on est là pour raconter des choses aux gens, donc il faut que ce qu'on raconte soit compréhensible, mais je pense que la musique est essentielle aussi, puis sinon ce serait pas de la chanson, sinon ce serait de la poésie lue. En fait, il y a Stéphane Hirschi, un universitaire qui s'est penché sur cette question-là, qui est passionnant, et qui dit que la chanson française, c'est un air fixé par des paroles. Donc un air, donc une mélodie, une musique, fixée par des paroles, donc fixer la voix en avant, par des paroles, l'importance du texte. Donc lui, il définit la chanson française de manière très scientifique, mais hyper intéressante, en disant que la chanson, c'est d'abord donc une mélodie, la voix en avant, et des textes, mais quand même une mélodie, donc qui peut être mise en valeur de plein de manières différentes, et c'est ce que disait Vanina, en disant qu'on croit que chez Brassens, la musique n'est pas importante. Alors certes, on entend tout le temps la guitare et la contrebasse, et qu'au bout d'un moment, certaines personnes s'appelaient lassées, mais la richesse de la composition est tellement grande chez Brassens qu'on l'oublie souvent. C'est très c'est très riche, et très fluide, limpide, accessible, populaire dans le grand sens du terme. Je devrais dire quelque chose, là, au milieu. Ben ouais, peut-être. Bon, alors, moi, je vais dire qu'en fait, moi, je m'en fous un peu. Moi, je m'en fous un peu parce que les gens mettent la musique en avant, qu'ils mettent le texte en avant. Moi, je fais ce que je fais et eux font ce qu'ils veulent. L'important, c'est que quand tu vas au concert, tu te fasses pas chier quand t'as les gens en face de toi. C'est la seule chose qui est importante. Il faut que cette émotion passe, qu'elle soit tragique, dramatique, déjanté, cinglé, tout ça, drôle, n'importe quoi. Mais il faut que ça te fasse bouger. Donc, si les gens veulent aller au concert de je sais le cas qui et de l'autre, je vais pas commencer de me faire des ennemis ici aussi encore, mais ils y vont, quoi. Si ça les fait vibrer d'aller au concert de Céline Dion, ils y vont, quoi. Mais et puis il y a des gens qui trouvent ça formidable. Mais c'est ça, quoi. Mais je vous admire. Je vous admire de bien réfléchir à ces choses de la chanson. Moi, je m'en fous parce que d'abord, je sais pas, je connais pas la musique et j'ai jamais appris à écrire et je lis très peu. Donc moi, j'écris mes histoires et je les gratouille avec ma guitare et ça donne quelque chose. Et puis il se trouve qu'il y a quelques soirs où les gens se marrent quand même, les gens ont du plaisir. Et c'est le seul truc, quoi. Tu vois, qu'on dise, eh bien, c'est super la phrase du type qui a inventé, qui a dit, c'est un air. Une mélodie fixée par des paroles. Ouais. Je ne m'en souviendrai pas, mais j'aimerais pouvoir le dire. On parle de chansons depuis une dizaine de minutes. On va en écouter tout de suite une autre. Vanina De Franco, je suis désolé, on va écouter un morceau. On ne vous dira pas d'aller la voir en concert. C'était midi, c'est raté. C'était au Siam. Et demain, on est à Samatan, c'est 45 minutes de Toulouse. Ah ouais. Mais bon, ça fait de la contre-pub avec les hurlements de Léo qui clôture des tours de chant. Donc c'est plus près. Bon, d'accord. Mais, donc, Vanina De Franco est à Samatan, joli pays. Salle des fêtes, je suppose. Espace culturel. Ben voilà, c'est ça, mais à Samatan, il y aura des affiches. Et on l'écoute tout de suite. J'aime ta gueule des fêtes et ta nonchalance. Moi, les esthètes, ça me fout pas en transe. Ce que j'aime, c'est quand dans tes yeux y a l'orage, qu'avec les dents tu déchires mon corsage. Tu prends les devants sous des airs aussi sages que c'en est indécent. J'aime toutes ces rides qui racontent ta vie, que t'es lucide mais que t'as encore envie. Ce que j'aime, c'est quand j'y entrevois des femmes, celles d'avant que tu ne cèdes à mes charmes, de grands enfants qu'aurait vendu ton âme, de bien-pensants. J'ai peut-être un grain, t'as peut-être 2 fois mon âge, mais c'est 3 fois rien, alors pourquoi ce serait dommage? Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens? Mais
qu'est-ce qu'ils savent les gens de nous? J'aime entendre ta voix au bord du désespoir, quand finalement on n'a pas pu se voir. Ce que j'aime, c'est quand il y a un peu de remords dans les élans qui te poussent vers mon corps. Adolescent, ah, mais tu aurais tort de leur donner raison. J'aime t'entendre dire que t'as rien à prouver. Pourquoi mentir sur ce qu'on s'est éprouvé? Ce que j'aime, c'est quand c'est un peu comme si tu m'attendais depuis toute ta vie, que t'as plus le temps, que ça sera à la folie et pas autrement. J'ai peut-être un grain, t'as peut-être 2 fois mon âge, mais c'est 3 fois rien, alors pourquoi ce serait dommage? Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens? Mais qu'est-ce qu'ils savent les gens de nous? L'inspiration pour écrire, elle vient d'où? Vous voulez la version officielle ou la version officieuse? Oh, l'officieuse, ça serait plus drôle. Ça serait plus drôle. Non, bon, celui-là c'est un peu spécial, c'est une rencontre, une très grande rencontre dans ma vie. C'est l'homme de ma vie, on va dire. Bon, on peut le dire. Et, disons-le. Mais moi je pense qu'une chanson c'est fait de un peu de réel, et beaucoup d'imagination, et plus il y a de prise de distance façon rigolade là-dedans, et ben plus ça peut marcher. Et plus j'avance et plus je le comprends, que l'humour est notre ami. Même si on n'en fait pas un truc très très drôle toujours, je pense que l'ironie, c'est surtout aujourd'hui, c'est important. En tout cas, je pense que c'est ça, je pense que c'est de l'imagination, des petites choses qu'on remarque, des choses qu'on vit, et puis on prend, on mélange, et puis d'un coup, dedans, ça fait comme un truc qui sort, et on dit « Ah, c'est ça, c'est bien. Ou pas. Hildebrand, au vu de ce que j'ai pu écouter hier soir au Bijou, vous êtes quand même un chanteur qui privilégie l'intime à la description du monde. C'est quelque chose aussi qui arrive naturellement, ou c'est quelque chose qui a été réfléchi? Non, c'est pas du tout réfléchi. En fait, je me rends compte au moment où je chante les chansons. C'est vrai que là, il s'agit beaucoup de la famille, de la rencontre, de surtout la relation amoureuse. Surtout sur les nouvelles chansons. Alors, j'ai toujours écrit des chansons qui s'adressent à ma femme, mais là, j'ai beaucoup de chansons qui s'adressent à d'autres femmes qu'elle. Mais comment dire, les amours qui bouleversent nos vies, comme tout un chacun, quoi. Mais ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte de ça hier soir. On était bien au même endroit. Alors, nouveau spectacle, vous le disiez hier sur scène, même si un certain nombre de morceaux font déjà partie de votre répertoire. Je pense à cette chanson où vous parlez de vos parents, un d'origine allemande, l'autre d'origine espagnole. C'est vrai qu'on pouvait déjà le retrouver dans Animals, l'album que vous avez sorti il y a 3-4 ans. Mais comment ça se construit un nouveau répertoire? Il y a un fil conducteur ou ça vient au fur et à mesure de l'écriture? À vrai dire, un peu les deux, et ça dépend des périodes. J'essaye d'être assez productif, donc de composer, d'écrire régulièrement. Et pour ce nouvel album que je suis en train de préparer, qui s'est terminé tout à l'heure, je crois, parce que j'ai reçu le mastering il y a quelques minutes, j'ai eu plein de périodes d'écriture où en tout cas, un fil conducteur s'est révélé au fil de l'écriture, c'est la question du genre. Ma part de féminité et comment je vis avec les femmes de ma vie, et la question de l'insularité, parce que j'ai été beaucoup en résidence, notamment dans des îles, pour écrire, et que j'ai trouvé un lien
qui, moi, me paraissait évident, entre l'insularité et les questions qui me préoccupent, comme celle du genre, du besoin de solitude et du besoin d'évasion, c'est-à-dire ouverture et fermeture. Tous les contrastes que je voyais dans les îles, que je vivais en étant dans les îles, je les ressentais dans ce que j'avais envie de transmettre dans mes chansons. Et c'est pour ça que cet album qui va venir, j'ai envie de l'appeler Il-Elle. Il-Elle pour le genre et Il-Elle pour l'envol et l'insularité et les îles. Et le bel Hubert, lui, il écrit sur des sujets complètement improbables. Une chanson que j'adore de vous, c'est Le Siphon. Faut quand même avoir l'idée d'écrire toute une chanson sur ce qui peut se passer dans ce petit morceau de plastique ou de fer qui relie deux tuyaux au niveau d'un évier. Même si, quand on l'écoute bien, ça décrit aussi un peu le bordel ambiant dans lequel on vit. Mais oui, parce que c'est mon existence, quoi. Donc, je suis plus garagiste que chanteur. Donc, je vais naturellement, je suis naturellement attiré par des choses qui sont concrètes et mécaniques ou approximatives. Donc, c'est évident. Le siphon, c'est évident, et je comprends pas qu'on ne comprenne pas. Pourquoi on n'est pas fait avant, quoi. Pourquoi c'est à moi de le faire? Oui, alors qu'effectivement, vous n'êtes pas plombier, mais mécanicien, et votre ami Sarcloré a l'habitude de vous appeler l'homme qui parle haut de chevaux. Ouais. Ouais. Ben ouais. Parce que c'est vrai que c'est quoi pour vous la chanson? C'est un dérivatif, c'est une façon de quitter la mécanique, c'est une activité que vous menez en parallèle, c'est arrivé par hasard? De tout un peu, c'est-à-dire que j'ai quelques kilomètres au compteur et j'ai beaucoup aimé la période de chansons françaises de fin 1960, tout ce commerce, donc où il y avait déjà Brassens, on était dans le Jura, dans lutte d'indépendance et tout ça, donc il y avait tous les Québécois et autres Belges qui venaient chanter par là, et après tu baignes là-dedans, et après t'as envie de faire des chansons. T'as envie de chanter des chansons, puis après, t'as envie de... Ils disent, dans les chansons qu'on reprend des autres, il n'y a pas ce qui nous concerne directement. Oui. Donc, on s'y met, on essaye on rabote un peu, puis on fait le truc, quoi. Puis de fil en aiguille, tout d'un coup, voilà, ça intéresse un peu les gens, et c'est vachement amusant de faire ça un peu... Je parlais du siphon de manière un peu rigolote, mais c'est vrai que vous avez cette façon d'écrire qui part d'un sujet complètement étonnant. On ne sait pas d'où ça vient, mais une façon aussi de traiter la chanson comme si c'était une partie du monde. Ça vient du truc où il y a l'eau qui part, et puis après c'est caché là-dessous. Ouais, bon, mais il n'y a pas que le siphon de la musique. Non, mais les chansons, c'est comme ça qu'on vulgarise un peu. Mais c'est vrai qu'il y a... Vous en avez conscience d'écrire des chansons sur des objets du quotidien complètement anodins, mais de raconter le monde à travers ça? Ouais, un petit peu, mais en fait, c'est parce que j'ai aucune culture littéraire, j'ai aucune culture musicale, j'entends pas ce qui a passé dans mes oreilles, et je fais avec ce que je vis. Donc, je vis plus près du siphon et du joint de culasse que de mon intérieur ou de mon... Mais il y a des gens qui le font très bien, hein, qui continuent, hein, je sais pas, mais moi je peux pas. Le début du commencement d'un iota, quoi, c'est autre chose. On est à une autre place, quand on est à un autre truc. On fait presque la même chose. Enfin, vous faites de la chanson tous les trois, néanmoins. On va peut-être écouter Hildebrandt, donc je le rappelle, ce soir au Bijou à partir de 21h30, tiré de son album précédent, puisque vous le disiez, le prochain, vous venez juste de recevoir les masters. On écoute un peu las, vous nous en dites 2-3 mots juste après. Voilà, Hildebrandt, un peu las, avec une rythmique férocement New Wave. C'est vrai que ça renvoie un peu à la musique du début des années 80, quand les claviers étaient impériaux. C'était aussi le choix de l'ambiance de cet album et de ce morceau, de revenir à une musique plutôt marquée années 80. Oui, c'était pas très prémédité, c'était plus comme un jeu, une envie, mes goûts musicaux du moment. Et puis, j'ai trouvé à ce moment-là, quand je me rapprochais de cette vision de la pop,
qu'on dit un peu froide, qui pourtant l'est pas tant que ça. J'ai trouvé un terrain de jeu intéressant pour moi, c'est-à-dire que j'ai toujours du mal à concilier mes élans mélancoliques et mes envies de danse et de vie et de trucs un peu explosifs et tout ça. Et cette approche de la musique me permettait ça, d'être plus vivant, plus animal et en même temps plus mélancolique, puisque je suis quelqu'un d'assez mélancolique. Vous êtes tous les trois dans le cadre d'un festival, dans des tours de chant, des choses que vous faites quand même assez régulièrement, participer à des festivals. Ça permet quoi, un festival pour vous? C'est un moment de rencontre ou c'est simplement un concert de plus parce que vous arrivez dans une ville et vous en repartez le lendemain parce que le concert est fini? Ouais, c'est un concert de plus, on s'en fiche. En fait. Bon, très bien. ça va aider au moins à finir l'émission dans les temps parce qu'avec des réponses comme ça, c'est bon. Au moins, c'est fait. Mais non, bien sûr, en vrai, moi j'adore ce genre de festival parce que d'abord, il y a une prog super, donc si vous la connaissez pas, il faut aller la découvrir. Oui, j'allais dire, si vous la connaissez pas, c'est un peu tard, mais regardez-vous pour l'année prochaine parce que ce serait dommage. Et c'est des rencontres super, et puis avec les gens d'abord, évidemment, et puis avec tout plein d'organisateurs, enfin des gens qui sont derrière et qui sont super motivés par tout. Tout ce qui a trait à la musique, à l'expression de sentiments divers et variés. Et je trouve que c'est d'autant plus méritoire que difficile en ce moment. Et du coup, je pense que on a toutes les raisons d'être heureux d'être dans ce genre de festival. Voilà. Le Bel Hubert, deux mots à dire là-dessus sur un festival à Toulouse, vous venant de la Suisse profonde? Ouais, alors moi je suis au bout du monde, ici. Voilà. C'est une enclave en tout cas, c'est une enclave. C'est une enclave suisse. Un point perdu au milieu de l'Europe. Non, mais c'est toujours, j'ai toujours du plaisir que je sois dans une petite salle à une place chez quelqu'un ou dans un festival, c'est tout ça. Naturellement, on rencontre des gens, mais on n'a pas vraiment le temps de rencontrer d'autres artistes, au moins dans ce format-là. Voilà. Bon, on verra ce soir, il paraît que ça se passe autrement. Ah ben formidable. Voilà. Je vais simplement vous remercier d'être venu là ce soir. Donc Vanina De Franco, c'est dommage pour l'auditeur moyen, sauf s'il accepte d'aller à Samatang demain soir. On me dit que les hurlements de Léo sont quasi complets, donc effectivement si on va aller écouter de la musique, faut aller à Samatang, mais manque de peau, la page concert de ce soir et demain vient juste après, et il y en a trois pages. Donc effectivement là, c'est pléthore en ce moment à Toulouse. Mais en tout cas, merci d'être passé ce soir. Hildebrandt, je rappelle, c'est ce soir encore au Bijou à partir de 21h30. Et puis le Bel Hubert, c'est ce soir aussi à la Cave Poésie, rue du Thor, à côté de la Cinémathèque. Là, le concert commence à 21h. Merci d'être venu nous en parler ce soir, et on va passer tout de suite à la page de concert. Et comme je disais, il y a vraiment plein de choses. Par exemple, ce soir et pendant tout le week-end, le Métronome continue à fêter ses 5 ans d'existence. Alors ce soir, un plateau plutôt éclectique avec le DJ Mucho Bizarro, le hip-hop expérimental des Américains de Shabazz Palace, le rock noise des Toulousains de Princesse Thaïlande, et puis le rock garage de Cannibal. Ça, je pense que Cannibal, ils viennent de Normandie. Et demain soir, toujours au Métronome pour ses 5 ans d'existence, il y aura un set du DJ Médisquaire Son déjà un sympa, mais aussi on pourra écouter Brendan Perry, le fondateur de Duncan Dance, Michael Wookie et son grand orchestre des Jouets. Et puis l'anniversaire se terminera en fanfare avec Édredon Sensible, 2 sax, 2 batteries pour une trance plutôt tribale suivie d'un concert de Inuit. Ce soir au Taquin, le Jazz Unit Quartet de Christian Tonton Salut à 21h, la Mal Coiffée, chanson polyphonique occitane à l'impro à 20h30, musique bizarre, bruitiste et aventureuse au Dada avec un triple plateau Anthèse et ses vibrations autour d'un tambour, Laurent Rhodes pour des performances plutôt dadaïstes, et puis Gilles Vigne avec sa guitare amplifiée bluesy. Au Ravelin ce soir, un triptyque là aussi bruyant, Delec Vita, House Pop, Détresse sur la D13
un groupe de Toulouse plutôt rock garage, et puis Mathieu Sanchez pour un solo plutôt techno tout envoyé en BPM. Philochard, concert plutôt attendu. Alors là, un groupe que l'on n'a pas encore entendu sur Toulouse, Free Mind, c'est un nouveau quintet avec Mimi Salim au chant, Abdou Salim au saxophone, qui revient donc avec une nouvelle formation, Jules Lebiseau au piano, Tony Lebrun à la contrebasse et Milo Evard à la batterie pour un répertoire consacré à Abbé Lincoln. Et puis ce soir, vous avez droit à la fin de détours de chant, dont je le rappelle, Hildebrand au Bijou à 21h30, le Bel Hubert à la Cave Poésie à 21h, Dick Hanegarn, parce qu'il y a aussi Dick Hanegarn dans ce festival, à l'Escale à Tournefeuille à 20h30, et puis à l'espace Saint-Cyprien au Chapeau Rouge, entre deux caisses, concert début à 21h. Et à la Candela, enfin, vous pourrez aller faire du baltrad, bal traditionnel avec tuck-tuck, 2 accordéons diatoniques, une guitare et une voix, chaudement recommandé par la maison. Et je le disais en début, pendant cette page concert, ce soir à l'impro, les chants polyphoniques occitans de la Malcoiffée. On en écoute juste 2 extraits sur le générique qui commence. Bonsoir, à la semaine prochaine. Salut les filles. Mi ben prene si la buco tutto la forza di dalle un che c'è io.